la dernière présentation avant la pause de cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir déjà mon chef, c'est déjà pas mal, plus un excellent collègue depuis des années, Pascal Kremer. Alors, honneur aux Luxembourgeois aujourd'hui, on va dire, puisqu'ils n'ont pas d'équipe de foot, autant qu'on les accueille déjà correctement en France. Vous nous laissez une chance. Merci Pascal. Très bien. Donc Pascal est Safety Manager Luxair, Captain et instructeur Boeing 737. Il est Fellow Member à la Royal Aeronautical Society. Il a un Master en Safety Management. Et surtout, il est Chair of the European Advisory Committee at the Flight Safety Foundation. Pascal est très impliqué dans beaucoup de groupes de travail. J'ai la chance d'être avec lui dans beaucoup de groupes de travail internationaux. Et il est vraiment dédié au travail collectif depuis des années. Et je le remercie beaucoup de sa présence. Mon chef, Éric Vidot, qui est École de l'Air 86, diplômé de Supaéro également, qui a été chef de l'équipe de marque A400M, donc quelqu'un qui est très investi dans tous les domaines de vol depuis des années. Et je les remercie tous les deux d'avoir beaucoup investi, beaucoup travaillé sur ce symposium. Pour Éric, d'avoir coordonné les travaux. Et puis, je vais vous laisser la place pour votre présentation sur les deux sujets, retour d'expérience des acteurs cabines et perspectives internationales. Eh bien, merci beaucoup. Et je vais commencer par remercier déjà, dans un premier temps. Je vais notamment remercier Paulin et Xavier, que j'ai vu travailler comme des fous pour essayer de déplacer la montagne gigantesque des problématiques de batterie. Ma présentation, elle va être beaucoup plus simple. Elle va également commencer par un remerciement pour un sondage qu'on a pu réaliser. Et je tiens à remercier plusieurs personnes. Déjà, vous qui avez fait l'effort de répondre au sondage, parce qu'on a conscience qu'il était très long à remplir et très compliqué à remplir. Je tiens également à remercier ceux qui nous ont aidés à créer le sondage, parce qu'on a passé des heures cet été à revoir 50 fois les questions, et je pense que ça fait partie des mauvais souvenirs de ce symposium. Toujours est-il que, en termes de synthèse, ce qu'on a essayé d'obtenir dans ce sondage, on a traité des risques, donc quelques questions portées directement sur les risques, les autres portées sur les procédures opérationnelles, parce que vous savez très bien qu'on est tous convaincus que la sécurité passe par le respect des procédures opérationnelles. On a traité ensuite de communication, de communication et de leadership, qui sont les compétences non techniques qu'on trouve essentielles également. On a parlé charge de travail, ergonomie, et enfin, bien sûr, amélioration de la sécurité. Alors, qui étaient les sondés? Eh bien, en fait, on a essayé de ratisser le plus large possible en termes de profil. Et donc, au total, on a eu à peu près 50% des réponses qui venaient de PNC, 18% qui provenaient de personnel de maintenance, 12% spécialité vraiment dans le domaine sécurité ou sûreté, 14% de la DGAC, c'était très bien c'était plus facile pour nous, et on a à peu près 7% de réponses de PNT. En termes de risques, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, les risques sont représentatifs de ce qu'on a entendu depuis le début de la journée. Eh bien, effectivement, le facteur clé, ce qui revient tout le temps, c'est les PAXI. On avait à peu près 180 sondés, et en fait, il y a eu plus de 200 réponses PAXI, c'est-à-dire que les gens avaient le droit à 3 réponses, il y en a qui l'ont mis 2 fois. Donc, ça prouve que c'est... Je pense que je me suis trompé, en fait, dans l'analyse. Les malades apparaissent, mais pas avec autant d'importance. Je pense que j'ai dû rater un copier-coller quelque part dans mon nuage de mots. Toujours est-il que cette problématique est apparue, est importante. En revanche, effectivement, on retrouve la problématique des matières dangereuses, les problématiques de feu, de chute, mais je sais que Pascal a prévu de nous en parler un petit peu davantage tout à l'heure. Eh bien, on va dérouler notre checklist. Donc la première, c'était, on a posé pas mal de questions au sujet des procédures opérationnelles. Et bonne nouvelle, effectivement, on est quand même dans un environnement très sécurisé. Et les procédures donc, sont effectivement existent déjà, elles sont accessibles, adaptées, et les acteurs sont très très bien formés pour les mettre en œuvre. Sont-elles difficiles à mettre en œuvre? Donc on a posé cette question dans le domaine de la sécurité, la sûreté et le commercial. On se rend compte qu'effectivement, on a des oui, non, parfois c'est compliqué. Et là, on a bien entendu tout ce qui a été dit ce matin sur ces problématiques. Et la question également, en quoi est-ce difficile? Eh bien, bien sûr, on a les problématiques
liés aux événements, donc les problématiques de PAXI, de bagages, les problèmes organisationnels, donc c'est effectivement les effectifs, le turnover, le manque de moyens, la priorité parfois donnée au commercial, la documentation, parfois trop d'intervenants et bien sûr, sur les facteurs purement humains, on a la fatigue, le stress, la pression temporelle, la communication, le hurry-up syndrome. On s'est également intéressé donc à la partie communication. Donc dans la partie communication, eh bien, on se rend compte qu'effectivement maintenant toutes les organisations ont des politiques très bien en place et qui sont généralement très bien connues. On a remis un petit point également sur l'importance des briefings. Ce matin, on a parlé également du TEM, du NITS. Effectivement, c'est des choses qui marchent très bien et que tout le monde s'est approprié. On s'est posé bien sûr également de la perception de la qualité de la communication. Et effectivement, parfois, il y a effectivement des troubles entre des petits écarts de communication entre PNT, PNC et agent sol. Donc c'est toujours ces points-là qui méritent d'être travaillés. On a également ouvert quelques portes ouvertes avec le leadership. Donc effectivement, tout le monde a dit qu'effectivement, le leadership a un impact positif sur la qualité du travail. C'était une belle porte ouverte, mais ça fait toujours du bien de se mettre du vert dans nos tableaux. On a posé la question effectivement de la perception de tension entre PNT, PNC, assistant d'escale et personnel sol, et effectivement ça revient régulièrement. Alors c'est oui et non, c'est-à-dire qu'il y a c'est à peu près équilibré. Un autre point qui nous paraissait important également, certaines compagnies ont mis en place effectivement le choix de la possibilité effectivement d'exprimer le choix de ne pas travailler avec quelqu'un. Donc bien sûr, ça dépend de la taille de la compagnie. C'était une question qu'on a posée et qui dépendait effectivement des compagnies. En termes de charge de travail, est-ce que la charge de travail est en adéquation avec votre fonction? C'est mitigé. Il y a effectivement parfois quelques noms, certainement dû à effectivement un excès de charge de travail. Après, on s'est amusé forcément, puisqu'on on appartient quand même à la DSAC, de poser les questions. Est-ce qu'il y a des violations? Eh bien, forcément, il y en a quelques-unes. Donc, êtes-vous confronté à des situations incompatibles avec les règles mises en place? Comme c'était anonyme, il y a eu quelques réponses qui, effectivement, ont répondu oui, et qui nous paraissent logiques dans une version opérationnelle. Et pareil, êtes-vous confronté à des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas totalement en mesure d'assurer la sécurité et la sûreté? On a eu quelques oui, effectivement, parce que charge de travail. Alors après, on a posé également des questions d'ergonomie. Donc considérez votre travail comme stressant. Donc c'est pareil, mitigé entre oui et non. Forcément, c'est stressant dès qu'on étudie un petit peu, dès qu'on fait voler quelque chose, par nature, c'est stressant. Mais il y a beaucoup de gens qui répondent que c'est un environnement quand même très agréable. Après, on s'est intéressé à l'utilisation des équipements et l'ergonomie de la cabine. Donc effectivement, pareil, on voit qu'il y a des axes d'amélioration en termes d'ergonomie, que ce soit sur les équipements, sur l'organisation de la cabine. Pareil sur les postures un petit peu compliquées, demandées parfois au PNC notamment, et sur le port d'équipements de protection individuelle, ce genre de choses. Donc il y a des axes de progrès. Un point qui forcément nous intéresse, et j'en parle d'autant mieux avec notre chef qui est bien présent, on s'est forcément intéressé à l'amélioration de la sécurité. Et donc, 2 points extrêmement positifs. Votre organisation vous fournit-elle des moyens pour enseigner des comptes rendus d'événements? Eh bien, évidemment, oui. Est-il facile de les renseigner? Eh bien, ça devient de plus en plus facile de les renseigner. Une question un peu plus ambiguë, forcément. Pensez-vous que les retours sont suffisamment analysés et partagés? On voit bien sûr qu'il y a des axes de progrès que vous pouvez prendre à votre compte, mais qu'on prend, nous, en termes d'autorité, en disant, oui, il y a des efforts de promotion à effectuer. Autre question qui était le corollaire, c'est connaissez-vous la culture juste? Bien sûr, la majorité dit oui, mais en fait, sur les 180 inscrits, il y en a 20 qui n'ont pas répondu, 120 qui ont dit oui, je connais la culture juste, 40 qui l'ont dit non. Donc là, ça nous étonne. Donc on va creuser davantage, on va voir si c'est vraiment anonyme, et on va trouver les responsables. Non, pardon. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a quand même des axes de progrès à réaliser en termes de promotion de sécurité et promotion tout simplement de la culture. C'est l'objectif de ce symposium. Je te laisse les commandes. Ouais. Donc le dernier à parler aujourd'hui. J'ai que 15 pages de notes, donc ça va aller. Donc merci Eric. Donc Eric nous a fourni
Quelques éléments de l'enquête qui a été faite pour ce symposium. Et donc, on y retrouve aussi, à gauche de ce diapo, les risques perçus. Je ne suis pas trop d'accord. On a vu certains sujets, mais je ne pense pas que ce soit seulement des risques. Je pense que ce sont souvent des conséquences ou bien des hasards, des dangers qui ont été identifiés au cours des opérations. Quand on regarde à droite, on voit la procédure d'analyse de risque telle qu'elle est utilisée au sein des systèmes de gestion de sécurité. Donc, pour un professionnel de la sécurité, un risque a une définition spécifique. Donc, un risque pour un professionnel de la sécurité naît quand, en fait, on donne une probabilité et une sévérité à une conséquence d'un hasard. Donc, parfois, les termes sont un peu mélangés quand on parle de risque. Mais en fait, les pros de la sécurité, on a besoin de données. Donc, si on veut analyser les risques, il faut connaître les hasards. Et pour connaître les hasards, il y a différents moyens pour collectionner ces données, dont les audits, les inspections, tous les données qu'on collectionne au sein des systèmes de gestion de sécurité. Et un des moyens préférés, ou plus fréquemment utilisés que d'autres, c'est les rapports des acteurs de première ligne, puisqu'on en reçoit beaucoup. Et ces rapports nous renseignent souvent sur les hasards qui se trouvent dans les différents systèmes. Et puis, quand on voit tout ça, on peut quand même se poser la question, on travaille avec ces hasards tous les jours, pourquoi ne pas mettre un peu plus de structure dans ces hasards? Et quand on dit structure, on dit classification. Et donc ici, vous voyez une façon de classifier les hasards. C'est certainement pas la meilleure, ni la pire, et surtout pas l'unique. Donc, pour vous, pour vos compagnies, pour vos entreprises, il faudra choisir une classification qui vous convienne ou bien prendre une existante comme celle-ci et l'adapter selon vos besoins. Donc, ce qu'on propose ici, c'est une classification en 4 catégories de hasard génériques. Donc, environnement, technique, humain et organisation. Et des sous-catégories spécifiques ou bien les aspects spécifiques des hasards. Et donc, là, on retrouve dans la technique, par exemple, matériel interne, externe, installation. Dans l'organisation, on retrouve la culture, documentation et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez regarder le reste. Donc, avec ce système, on a créé des listes de hasards pour la cabine. On en a créé l'année passée pour le symposium. Cette année, on en a créé pour la cabine. Et ces listes de hasards seront publiées après le symposium, bien sûr. Et je dois avouer que j'étais un peu inquiet, mais fort heureusement, on a quand même trouvé dans les listes qu'on a publiées ou qu'on a produites, on a trouvé de nombreux hasards dans nos listes qui ont été discutées aujourd'hui, heureusement, et qui ont été retrouvés dans l'enquête qu'Éric vient de présenter. Donc cela nous a permis de mettre un peu d'ordre, un peu de structure dans la classification des hasards. C'est une façon de le faire, mais je vous regarde et puis je vois des gens qui se disent « mais on a de la structure, on utilise les hasards, on a un registre de hasards. Pourquoi est-ce que le mec là-bas, devant, il nous dit « on n'a pas de structure, pourquoi faut-il structurer ?» Je vais vous dire qu'en tant qu'officier de sécurité des vols, je suis d'accord, on a une liste, mais est-ce que cette liste est disponible pour les agents de première ligne, pour les acteurs de première ligne? Bon, je ne sais pas. Passons peut-être à la diapo suivante avec quelques questions pertinentes, peut-être impertinentes, je ne sais pas, on va voir. Et je ne veux pas de réponse pour ces questions, parce que c'est des questions qui devraient en fait nous mener à réfléchir sur notre façon de travailler. Donc, la première question, est-ce qu'on utilise les hasards essentiellement au sein des missions du système de gestion de sécurité? Ou autrement dit, quand vous rentrez chez vous après ce symposium, est-ce que les listes de hasards vont terminer dans un tiroir au bureau de la sécurité des vols, ou bien dans votre registre, si vous êtes un des bons, ou bien est-ce que ces listes vont être utilisées pour faire autre chose? Et c'est quoi autre chose? Qu'en est-il de la communication envers les acteurs de première ligne?
Est-ce que vous communiquez les hasards que vous avez identifiés dans votre système aux acteurs de première ligne? Est-ce que vos hôtesses, est-ce que vos PNC, vos PNT, vos mécanos, vos agents d'escale connaissent les hasards qui se trouvent dans leur système? Parce que c'est eux qui travaillent toutes les journées dans le système avec les hasards. Est-ce que vous communiquez ça? Et l'autre question, est-ce que les acteurs de première ligne sont capables d'indiquer les 5 hasards risques principaux de leur département? Donc, nous, quand on fait des audits système de gestion de sécurité, le safety manager, il arrive avec une grosse liste, il me montre un tableau Excel avec des centaines de hasards, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais voir les agents de cabine, je vais voir les agents au sol, et je demande c'est quoi vos risques, c'est quoi vos hasards dans votre système? C'est là que je trouve les réponses et c'est là que je trouve que je peux identifier si le système fonctionne ou ne fonctionne pas. Qui est le mieux placé pour identifier les hasards? Les agents de première ligne, on va dire, oui, mais pas seulement. Aussi les safety managers, parce que nous, en fait, on reçoit toutes les données de toute la compagnie. Donc les hasards transversaux, les hasards interdépartementaux, on peut bien sûr mieux les analyser, les intégrer chez nous dans les bureaux. Est-ce qu'on continue de séparer le travail des différents départements au sein de l'entreprise ou dans l'industrie? Mais oui. Et pourquoi? On est une unité, on devrait travailler ensemble, on devrait échanger et apprendre l'un de l'autre au lieu de travailler dans des silos. Donc c'est toujours le cas et je suggère que ce n'est pas bon. Et puis, finalement, est-ce qu'on utilise le plein potentiel des ressources et informations qui nous sont disponibles? Non. Je vous donne un exemple. Je vois André qui se rapproche. Je vous donne un exemple. Saison hivernale, givrage à glace sur les ailes. Est-ce qu'on utilise la capacité de nos agents de cabine à identifier qu'il y a un problème sur les ailes? Non. On dégivre l'avion et puis on est de bonne conscience que le dégivrage a été bien fait, on ne contrôle plus. Donc on peut dire oui, on fait confiance aux professionnels du dégivrage, mais d'un autre côté, parfois, il pleut, il neige, on attend longtemps, il y a un slot, et ainsi de suite. Donc pourquoi ne pas entraîner les agents de cabine avant de faire le cabin clear, de vérifier s'il n'y a rien sur les ailes et d'en informer le poste. Utilisons les ressources qui nous sont disponibles. Et donc, tout cela me mène à proposer quelques perspectives, ou bien, moi je les appellerais « pourquoi ne pas ». Donc, et je vais faire vite, André. C'est la patience, sorry. Donc, pourquoi ne pas utiliser les listes de hasard au debriefing? Pourquoi ne pas les utiliser comme un outil pour aider à faire des debriefings et dire, voilà, aujourd'hui, on avait ce hasard-là et ce hasard-là, et puis on parlait et l'expliquait. Et en fait, les 3 premiers points sont liés. Utiliser les listes des hasards pendant les entraînements. Quand vous faites des analyses d'incidents ou d'accidents, parlez des hasards qui ont causé cet accident ou qui ont mené à cet accident. Comme ça, on peut réaliser et reconnaître ce hasard peut-être dans une situation future et prévenir l'incident tout de suite. Pourquoi ne pas partager les listes de hasards entre départements? Donc, on peut bien sûr donner les hasards de la cabine à la cabine, mais ça serait quand même judicieux de les donner au poste aussi, de les donner aux agents d'escale pour reconnaître les hasards, parce que parfois ils sont interconnectés, ou l'un a un effet sur l'autre. Et si on ne les connaît pas, bien sûr, on ne reconnaît pas ces situations. Pourquoi ne pas alimenter les listes de hasards par atelier entre départements? Les listes de hasards sont dynamiques. Ce n'est pas un document qu'on produit une fois, et puis bon, c'est comme la Bible, hein, ça reste. Non, ils sont dynamiques. On va reconnaître de nouveaux hasards. Il y a des hasards qui vont changer parce qu'on doit toujours regarder le contexte en sécurité des vols. Et donc, pourquoi ne pas les améliorer, les changer? Chez nous, on propose des cours de CRM joints. Donc, on les fait entre cabine et PNC. Mais, entre-temps, on prend les dispatchers,
les mécanos et les agents au sol aussi dans les cours. On les appelle plus CRM parce que Crew Resource Management, donc on les a dénommés un peu différemment, mais on a évité tellement d'incidents parce que on dit voilà un incident qui nous est arrivé, et puis on a un chauffeur manutencier qui dit mais ça on le savait. Pourquoi vous ne nous avez pas demandé? Et là, dans les cours, on identifie tout plein d'un potentiels incidents qu'on peut éviter de justesse. Et puis, les 2 derniers points, alimenter les listes de hasard par le thème, Threat and Error Management. Donc, on a vu ça ce matin. Pour l'instant, la plupart des compagnies utilisent le thème que pour les PNT, donc les pilotes. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas un thème pour la cabine et des briefing thèmes pour identifier les hasards dans la cabine? Turbulence. On a tout plein de hasards qui sont communs. On est dans le même avion, après tout. Et quand on est au sol, on soutient le même avion. Donc les agents d'escale nous aident, les manutenciers de fret, ils nous aident, ils travaillent sur le même avion. Donc il faut vraiment travailler ensemble. Et donc nous, ce qu'on a fait, on enregistre les briefing thèmes. Donc si quelqu'un, un jeune pilote avec un commandant de bord avec beaucoup d'expérience, ils vont par exemple à Funchal, l'ancien commandant de bord, il sait que s'il y a du vent du nord, à Funchal, on aura toujours de la turbulence à 200 pieds. Donc, c'est un équipage qui évite ce hasard, qui évite ce problème qui pourrait être un atterrissage dur ou autre chose. Mais la semaine prochaine, on enverra un équipage, jeunes commandants, jeunes copilotes qui n'ont jamais été à Funchal. Ils ne connaissent pas ce hasard. Donc pourquoi pas documenter les hasards qu'on identifie par le thème et les introduire dans les listes de hasards? Juste une suggestion. Et puis étendre le thème vers la cabine et d'autres départements, bien sûr. Et en dernier lieu, et ça c'est un truc qui me tient à cœur, partager les listes de hasards dans l'industrie. Ça ne sert à rien qu'on fasse une super liste chez Luxair, une autre super liste chez Air France ou chez Hop ou d'autres compagnies, et on a raté un point parce qu'on n'a jamais eu l'expérience. Et je vous donne un exemple très précis, des champignons dans les réservoirs d'essence. On n'a jamais eu ça, nous, jusqu'au jour où on l'a eu, et on aurait pu l'éviter si on aurait su. Et donc, ce partage dans l'industrie et apprendre les uns des autres, c'est très important. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Et je peux ? Oui. J'avais demandé la permission à Rick d'abord. Donc, n'hésitez pas à nous donner du feedback. Donc, si vous avez aimé notre présentation, je m'appelle Pascal. Si vous n'avez pas aimé, je suis Eric. Merci. Un grand merci à tous les deux. Nous allons pouvoir faire une pause jusqu'à 16h15. Je remercie encore tous les intervenants. Je précise que les questions posées vont trouver réponse pendant la table ronde internationale d'après. Pour rappel, donc, des questions sont déjà lancées. Donc, je regarde la première par hasard. Est-ce qu'André a prévu un goûter ? Oui, mais ce ne seront que des gâteaux grecs pour celui qui a mis cette question que je connais et qui est d'origine de ce pays. Il est toujours possible de poser des questions pendant la pause, bien sûr. N'hésitez pas à interpeller, challenger les panélistes. N'oubliez pas de répondre au sondage également. Et toutes les productions seront disponibles sur la page des symposiums. Juste sur une production, la liste de hazard list produite collectivement sur la cabine sera fournie plus tard, enfin avec le reste des livrables, et associée à la liste des briefings échangés entre les personnels sol, les thèmes de briefing, personnel sol, personnel vol, pour suivre un petit peu les différentes logiques que vous avez là, pour vous aider à avoir des éléments à partager. Merci beaucoup, bonne pause, et donc reprise à 16h15.